Après la mort, que se passe-t-il? Où vont les proches que nous avons perdus? Subsiste-t-il quelque chose de nous quand le corps redevient poussière? Ces questions trouvent des réponses définitives, assertives, de la part de leaders religieux, de médiums en contact avec l'au-delà et de certains savants qui prétendent détenir des preuves scientifiques de la vie après la vie. Hélas, ces réponses ne sont pas accompagnées des travaux rigoureux qui permettent d'avoir confiance dans leur contenu. Il nous reste des témoignages, parfois contradictoires, et il est bien difficile de se faire un avis sur la manière de distinguer la vérité des balivernes. Cette vidéo vous propose une petite balade dans les paysages des récits sur la vie après la mort. Ensemble, nous allons définir les expériences de mort imminente. Nous passerons en revue les témoignages les plus célèbres. Nous regarderons ce que dit la littérature scientifique. Nous ferons une parenthèse utile sur l'empathie cognitive. Et surtout, nous comparerons la force probante des scénarios rivaux. Et ensuite, bien sûr, vous serez libre de vous forger votre propre opinion. We're all falling from the same sky. No parachute, no wings to try. Just beating hearts and borrowed time that ends without reason or rhyme. The fairy tales we tell at night to make the endless darkness bright. Sweet fictions that we choose to buy to dodge the truth we can't deny. Nous sommes tous concernés par la mort, tôt ou tard, a priori, jusqu'à la preuve du contraire, et c'est compliqué de s'imaginer ce que ça fait, vu que ça nous arrive une fois, et puis la fois où ça nous arrive, c'est la première fois, quoi. Donc on est évidemment une espèce très angoissée. L'angoisse existentielle est probablement l'une des spécificités de l'espèce humaine, puisque, contrairement aux différentes espèces, a priori, pour ce qu'on en sait, l'être humain est le seul qui sait qu'il va mourir. Et parce que nous savons que nous allons mourir, on a, dans nos cultures, créé plein d'histoires sur tout cela. Et donc là, on est sur un volcan, c'est le piton de la Fournaise. Et dans beaucoup de cultures, la mort, le domaine des morts, c'est sous terre, c'est le royaume d'Hadès, c'est les mondes chtoniens. Et pour d'autres cultures, la mort, c'est dans le ciel. Donc c'est selon, c'est comme on veut, ça change. Mais toujours est-il que c'est une terre étrangère, c'est mystérieux, c'est lointain. Et donc, avec le monde moderne, avec les progrès de la science, on découvre de plus en plus de lieux qui étaient autrefois inconnus. Et la dernière frontière, l'une des dernières frontières, c'est celle de la mort. Et puis comme c'est un domaine sur lequel plein de croyances ont été construites, plein de promesses ont été formulées par les religions, par les spiritualités, en fait, on dispose de plein de récits, de plein de versions sur ce qu'il se passe. Donc on n'est pas en manque d'explications. On a plein d'explications, mais qui essentiellement n'expliquent rien, parce que toutes ces légendes, tous ces récits, toutes ces traditions reposent la question de la différence entre la croyance et la connaissance, ce qu'il se passe après la mort, au-delà du fait qu'on sait ce qu'il advient de l'organisme qui meurt, on sait ce qui se passe, on l'a étudié en détail. Qu'est-ce qui se passe pour la conscience? On a essentiellement des questions et des récits qui vont pas dans le même sens d'ailleurs, et pas de réponse. Et donc, ce que je veux faire, et ce que je propose dans mon livre « La vie après la mort, une approche rationnelle », c'est de mettre de côté, pour un temps, tous les récits sur la vie après la mort, parce qu'il y en a plein. Il y a plein d'expérienceurs, on a des très nombreux récits de gens qui
prétendent être morts et qui ont vu des choses. Mais ces récits-là, qu'est-ce qu'ils valent? Faut bien se rappeler que des gens qui racontent avoir vécu une chose extraordinaire, qui ont été enlevés par des extraterrestres, qui ont croisé la Vierge Marie, etc., il y en a plein. C'est pas parce qu'il y en a plein qu'il faut y croire. Le nombre de témoignages n'est pas une preuve que ce dont on témoigne est vrai, c'est juste la preuve que y a des situations dans lesquelles des gens vivent quelque chose et veulent en témoigner. Et donc cette vidéo reprend donc mon livre, dans lequel je m'intéresse à ce que dit la littérature scientifique. Il y a eu des travaux, notamment sur tout ce qui touche au NDI, en français les EMI, les expériences de mort imminente, les Near Death Experience, où on a une quantité importante de gens qui, dans une situation particulière, ressentent, éprouvent, vivent une expérience hors du commun et en font le récit, et ces récits se ressemblent en partie. Première idée reçue, le fait que le récit classique des EMI correspond à ce que la plupart des gens vivent. Ça n'est pas vrai. C'est une minorité de gens qui vivent ensemble. La plupart des gens vivent une partie ou une autre de cela et en rendent compte. Autre idée fausse, le fait que ce serait transculturel. En fonction de votre milieu culturel, de vos influences, vous n'allez pas vivre la même chose lors d'une EMI. Et ça, c'est l'indice que l'événement en lui-même passe par le filtre d'une interprétation personnelle et que c'est pas quelque chose dont on serait spectateur, neutre. Notamment l'idée du tunnel avec la lumière, qui est l'un des éléments les plus récurrents. Et même celui-ci, il n'est pas universel, puisque, notamment dans la culture japonaise, ce que les gens voient, c'est une rivière lumineuse. Alors ça ressemble. Et d'ailleurs, puisque ça ressemble, on peut chercher des explications physiologiques communes au tunnel de lumière et à la rivière, et on en trouve, ce sera dans la suite de cette vidéo. Donc les récits, ils existent, les témoins, ils existent, ils sont nombreux, et donc ça prouve qu'il y a quelque chose à expliquer, c'est pour ça que les travaux existent. La vie après la mort, ce qui se passe de l'autre côté de cette barrière, où là on est vivant et là on n'est plus, qu'est-ce qui s'y passe? Ce qu'on en sait, c'est ce que racontent des gens, ce sont des témoignages. Et d'ailleurs, la culture autour des EMI est une culture fondée essentiellement sur le témoignage, et les témoignages sont importants, on a besoin que les témoins racontent ce qu'ils ont vécu pour qu'on puisse enquêter sur ce qu'ils ont vécu. Mais en cette matière, les témoignages ne peuvent pas être des preuves. En justice, devant un tribunal, les témoignages font office de preuves, bien sûr, on en a besoin, mais il s'avère aussi que les erreurs judiciaires, quand on regarde dans le couloir de la mort aux États-Unis, des gens condamnés à mort, qu'on laisse pourrir un petit peu, et dont on se rend compte 15, 20, 25 ans plus tard qu'en fait ils étaient innocents, et qu'on regarde le dossier, la preuve qui les a conduits à être parqués dans ces couloirs de la mort et à courir le risque d'être tués, c'est quasiment à chaque fois des témoins oculaires. Et des témoins dont on ne peut pas dire qu'ils ont menti, mais dont on peut affirmer qu'ils se sont trompés. Donc le témoignage est une preuve déjà faible devant un tribunal. Alors quand il s'agit d'un phénomène naturel, inconnu, difficile à étudier et sur lequel la science n'a pas le dernier mot, un témoignage, surtout lorsque ça va dans le sens de récits qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on sait du cerveau, ça ne peut pas être une preuve. Alors, je vais être prudent, encore une fois, dans les termes. Je ne prétends pas que je sais, et je ne prétends pas que ce que les gens disent avoir vécu est faux. Mais qu'il y a une différence entre avoir un ressenti, avoir un vécu, et en témoigner, et prétendre qu'on a une preuve, qu'on détient une preuve de l'existence d'un phénomène qui échapperait à la science et aux travaux depuis des siècles. Et donc ça implique d'être un peu plus prudent et humble d'un point de vue épistémique. Il faut être humble par rapport à ça, comme il faut être humble par rapport à la nature.
Et le problème qui se pose avec cette question de vie après la mort, c'est celle des définitions. Il faudrait qu'on commence, comme pour tous les problèmes, à poser d'abord la définition de ce dont on parle. Ça veut dire quoi mourir? Ça veut dire quoi être mort? Les gens qui nous disent, avec leurs mots, j'ai été mort, je suis revenu, ceux qui sont des expérienceurs, est-ce qu'en réalité ils sont morts? En fait non, parce que par définition, la mort c'est l'état dont on ne revient pas. On y va, on est au bout, et c'est fini. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que mourir c'est un processus, il y a différentes étapes, et que grâce au progrès de la science, on a reculé cette frontière de l'irréversible, mais que tant que c'est pas irréversible et qu'on revient, c'est qu'on n'était pas vraiment mort en fait. Et alors ça peut être frustrant pour ceux qui nous racontent qu'ils sont allés de l'autre côté, qu'ils ont vu le royaume des morts. Mais le problème c'est que cette barrière-là, qui est là, ceux qui l'ont franchie ne sont en fait jamais revenus. Tous ceux qui sont revenus sont des gens qui en fait n'étaient pas morts. Je ne suis jamais mort, et vous non plus. Et donc il faudrait qu'on se retienne de croire qu'on peut affirmer que des gens peuvent mourir et revenir. Être plus humble que ça, et donc dans cette affaire, les gens arrogants et prétentieux, c'est pas ceux qui se rangent du côté de la science et qui disent « Attendez, on ne sait pas », c'est bien ceux qui disent « Nous on sait ». Et comment on sait? Parce que on a vécu un truc, ou parce que on nous l'a raconté. Vous savez bien, comme moi, que il faut pas toujours croire les gens qui nous disent qu'ils ont pêché un brochet de 14,50 kg, que les gens parfois embellissent la réalité, qu'ils baratinent et qu'ils nous mentent. Et donc les gens qui nous racontent des choses sur ce qu'ils ont vécu, la plupart ne mentent pas. Mais certains, surtout ceux qui disent qu'ils savent et qu'ils ont des détails particuliers, ça mérite qu'on les questionne. Dans les années 60-70, M. Raymond Moody a visité plein de gens qui ont vécu des EMI. Il a rassemblé des témoignages par centaines, par milliers. Il a écrit le livre très célèbre « La vie après la vie ». Et on parle de récits moodiens, de Raymond Moody, pour parler de l'ensemble du parcours classique, typique, a priori, d'une EMI. Et donc c'est ça qu'on s'attend à voir lorsque on fait cette expérience. Et donc quand on regarde l'ensemble des témoins, qu'est-ce qu'on a dans ce type de récit? On a d'abord la décorporation, c'est-à-dire que les gens racontent que sur le site de l'accident, à la table d'opération, dans la salle de réveil, ils se sont vus, mais par-dessus leur corps, et donc ils sont dans la pièce, ils voient tout, et ils s'observent eux, et dans les récits les plus extraordinaires, on nous raconte que ces gens ont détecté des informations qu'ils ne pouvaient pas voir depuis leur corps, et c'est les cas célèbres, notamment de Pam Reynolds, ou en France de Jean Morzel, dont je vous dirai un mot par ailleurs. On a d'autres expériences, notamment le sentiment d'unité avec le cosmos, le sentiment de bien-être. On a également la revue de vie, qui est un passage comme ça en revue des grands événements de la vie. On parle de films accélérés du fil de la vie. Et puis il y a le fameux tunnel avec au bout de la lumière. Il y a parfois des expériences cauchemardesques de type vision de l'enfer. Ça existe aussi. C'est minoritaire, mais c'est là également. Et donc c'est pas uniquement des visions magnifiques et géniales. Il y a la rencontre avec des entités, des personnalités qui correspondent à la culture de la personne qui fait l'expérience. Donc les chrétiens vont voir des saints, Jésus ou la Vierge Marie. Les musulmans verront autre chose, les hindous encore d'autres personnalités. Et puis, puisque ces histoires nous viennent de gens qui sont bel et bien vivants, qui se sont réveillés, il y a bien souvent dans le récit le fait d'avoir un message où la personne reçoit l'info que c'est pas le moment, c'est pas son temps n'est pas arrivé, il faut qu'elle retourne à la vie. Et pour ceux pour qui ça se passe bien, il y a un petit sentiment de déception, ils auraient bien aimé rester sur place. Et vous avez le livre de Bernard Werber, Les Thanatonautes,
qui raconte un peu tout cela. Ce récit-là, qu'on appelle donc le récit moodien, c'est très intéressant, mais il a un problème, c'est qu'en fait, presque personne ne l'a vécu. En fait, c'est le plus célèbre et personne ne l'a vécu parce que la plupart des expérienceurs vivent une partie. C'est-à-dire qu'ils vivent la sortie du corps, ou ils vivent le tunnel, ou ils vivent le sentiment d'unité avec le cosmos, ou ils vivent la vision de l'enfer, mais ils ne vivent pas tout en même temps. Et donc il y a une première idée reçue qui circule dans les milieux où on parle de tout cela, qui serait de dire que le récit moodien, c'est ce qui vous attend, c'est ça qui se passe. Or, d'une part, les gens qui vivent une EMI restent minoritaires, ils sont nombreux en valeur absolue, mais il reste moins de, au maximum 20% des gens qui font un arrêt cardiaque, donc ça reste une minorité. Et puis, chacun voit des choses un peu différentes. Le problème étant que, désormais, ce récit de type Moody, il est très connu, il est très célèbre. Et les gens qui le connaissent, lorsqu'ils sont dans un état de stress intense lié à leur santé, ils font un arrêt cardiaque, ils savent que peut-être la mort est au bout, ils font une opération chirurgicale importante avec des risques importants, ils ont un accident, bref. S'ils vivent une petite parcelle de cette expérience, ils sont un petit peu motivés, en tout cas influencés, à imaginer qu'ils vont vivre les autres expériences et à combler éventuellement cette histoire. Donc le simple fait que ce récit ait été diffusé par des moyens qui ne sont pas scientifiques, qui sont ceux d'une enquête de type journalistique, Moody, il a rassemblé des témoignages, ça circule, ça en fait ça va influencer les autres personnes, les autres expérienceurs, et déjà le terrain n'est plus extrêmement neutre pour pouvoir enquêter. Et quand on s'intéresse à ce qu'on sait de tout cela, outre l'affaire de Raymond Moody, et depuis les années 60, 70, 80, on a des centaines de livres de gens qui témoignent. Et le matériau de base, dans ce cas, est exactement le même que celui qu'on a en ufologie, l'étude des ovnis. On n'a pas de carcasse d'aliens, et pareil, on n'a pas non plus de photos de l'au-delà, on a du témoignage humain. Et quand on regarde ce témoignage humain, on doit faire un choix. Est-ce qu'on croit au contenu de ce témoignage, ou est-ce qu'on considère que le témoignage n'est pas une preuve en soi, que c'est quelque chose de fragile, et que potentiellement c'est influencé, c'est reconstruit, et il faudrait en douter au moins un petit peu. Pour ça, on va regarder ensemble les témoignages les plus célèbres, qui sont ceux de Pam Reynolds. On va regarder celui de Eben Alexander, qui est cité par le docteur Charbonnier, avec qui j'ai fait un débat, l'un des spécialistes, entre guillemets français, de la question des preuves de la vie après la vie, qui serait donc ce monsieur la meilleure preuve, le meilleur cas, le cas idéal pour conclure que ce phénomène est réel et que la vie après la mort a été prouvée. Et puis on verra le cas de Jean Borzel, qui est le cas francophone le plus ancien, le plus documenté, qui a été le plus présenté dans des conférences, etc. Et une fois qu'on aura vu ces cas tels qu'ils se présentent, on regardera un peu comment on peut enquêter de plus près pour voir dans quelle mesure on doit pouvoir y croire. Et à la fin, je vous laisserai juge. C'est vous qui verrez si vous considérez que là on tient une preuve. Et d'ailleurs, juste après, on verra ensemble c'est quoi une preuve. Parce que si on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'une preuve, on ne pourra pas être d'accord sur ce qui a été prouvé ou pas prouvé. Il y a un chemin étroit entre la croyance et la connaissance, entre la croyance raisonnable et la croyance déraisonnable. Chemin très étroit, très escarpé. Mais la méthode scientifique permet d'éviter de faire un faux pas. Petite parenthèse, empathie cognitive. On se pose pour en parler parce que du côté des sceptiques, il peut arriver qu'on soit très moqueur lorsqu'on voit passer des
des récits de gens qui prétendent des choses complètement farfelues, et se moquer des gens qui ont des récits farfelus dont ils veulent faire commerce, c'est très bien, il faut ridiculiser les idées ridicules. Mais dans le domaine de la vie après la mort, on est quand même sur un sujet très particulier parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et j'ai assisté notamment, moi, à un séminaire, à une journée de spiritisme, où dans un amphithéâtre, des gens venaient pour parler de contact avec les morts. Et ce qu'il se passe, c'est qu'on a des familles endeuillées, évidemment, parce que tout le sujet est là, qui viennent exprimer à quel point elles sont inquiètes pour leur mort. Et ça peut paraître étrange. Moi, ça m'a frappé. Ce sont des gens qui vont pas bien, qui sont frappés par le deuil, et c'est terrible, qui rencontrent d'autres gens dans la même situation qu'eux, et ça c'est très important, en fait, pour supporter dans la vie des moments difficiles. On ne retrouve pas c'est dur d'avoir un réconfort par rapport à un deuil violent avec des gens qui ne connaissent pas cela. Et moi, ce qui me frappait, c'est que c'était beaucoup de gens qui avaient perdu un enfant. C'était des gens assez âgés, voilà, qui avaient perdu un enfant, et qui se rassemblaient et qui se demandaient ce qu'ils devaient faire, eux, pour que le passage de leur enfant ou de leur défunt, de manière générale, dans l'au-delà, se passe pour le mieux, en fait. Ce sont des gens qui ont besoin de prendre soin de la personne qu'ils ont perdue. Il n'y a rien dont on puisse se moquer là-dedans. C'est pas du tout ce serait abject de le faire. Mais ce qui est abject aussi, c'est d'en profiter. Et c'est ça qui me révolte et qui révolte beaucoup de sceptiques. Et donc si vous vous demandez pourquoi est-ce que les sceptiques s'attaquent à ce type de croyance, c'est pour ça. C'est parce qu'on voit bien ce qui se passe. On voit qu'on a des gens qui sont prêts à capitaliser, à thésauriser sur des croyances de ce type-là. Et en plus, culturellement, c'est valorisé. Il n'y a rien de ridicule, a priori, à supposer que la vie continue, et j'en vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc, l'empathie cognitive, ça consiste à être capable de comprendre comment raisonne quelqu'un qui ne raisonne pas comme soi. Et à se dire que si j'avais vécu la même vie que les autres, si j'avais eu les mêmes épreuves, je raisonnerais comme eux, je penserais comme eux. C'est important de faire ça quand on est sceptique, parce que ça permet de se demander comment on voudrait qu'on nous parle à nous. Et si on ne veut pas qu'on nous parle avec condescendance, peut-être qu'il faut qu'on adopte la même attitude. On fera tous des erreurs, j'en ai fait, j'en referai, vous en ferez aussi, mais si vous regardez cette vidéo, que vous êtes du côté des croyants, et que l'attitude sceptique vous agace profondément, essayez de comprendre que, d'une part, moi j'ai perdu des gens, bien sûr, assez jeunes, je sais ce que c'est, que d'avoir envie que tout aille bien pour la personne disparue, parce qu'on ne peut plus rien faire pour elle, pour cette personne. Tout ce qu'on peut, c'est... on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et puisqu'on ne sait pas, on va se réfugier auprès de gens qui prétendent qu'ils savent, et tout est là. Les gens qui prétendent qu'ils savent doivent nous donner des gages pour qu'on soit sûr que leur expertise, elle est vraie. Et la mise à l'épreuve des déclarations d'expertise des gens, c'est typiquement le travail de la parole sceptique. On met à l'épreuve, et après chacun y juge, évidemment. Mais dans notre petit cercle, et là je m'adresse plutôt aux sceptiques, rappelons-nous que nous devons faire preuve d'empathie cognitive parce que les gens qui croient ces choses qui peuvent nous paraître farfelues, bizarres, voire bêtes, ne sont pas plus bêtes que nous. Statistiquement, c'est pas vrai. Mais elles ont un vécu, une éducation, quelque chose qui font qu'elles arrivent à ces croyances et avec le même cerveau, dans les mêmes conditions, on arriverait aux mêmes conclusions. Mais nous, on pense différemment parce que, probablement, on a suivi des méthodes pour questionner, corriger ces croyances, ou peut-être parce qu'on a la chance, vous comme moi, d'avoir commencé par ne pas croire. Et cet avantage-là, il faudrait avoir l'humanité de ne pas en abuser, en réalité. Voilà, c'était la parenthèse sur l'empathie cognitive. Quand on parle de preuves de vie après la mort, c'est toujours lié aux EMI et c'est toujours des histoires de témoignages. Et ce qu'il faut pour voir ce que ça vaut, c'est regarder ce que nous disent les témoignages les plus célèbres. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, évidemment, on fait un tri, on fait un choix, mais ceux dont je vais vous parler, c'est ceux qui sont choisis par les défenseurs
de l'explication paranormale des ennemis eux-mêmes. Donc c'est pas moi qui fais le choix, c'est eux qui le font. Les cas les plus célèbres, c'est Pam Reynolds, c'est Eben Alexander, et je prendrai aussi Jean Borzel en France, on pourra en faire quelques autres. Essentiellement, l'analyse se ressemblera toujours avec la même conclusion. Pour tous ces cas, on va en voir 3 ensemble. Le premier, celui de Pam Reynolds, donc c'est une dame aux États-Unis qui avait un anévrisme. Elle devait subir une opération chirurgicale très importante, très particulière. Pour ça, il fallait qu'on arrête la circulation du sang dans son corps pour pouvoir atteindre cet anévrisme qui était dans son cerveau. Et donc on refroidit son corps à 15 degrés, on arrête la circulation, son cœur arrête de battre et on surveille ses constantes. À un moment donné, son EEG, son électroencéphalogramme, est plat. Elle est pour ainsi dire morte, en tout cas son cerveau ne donne aucun signe d'activité qu'on saurait détecter avec nos appareils. Et à son réveil, elle explique qu'elle a vécu une EMI avec sortie du corps, avec perception de ce qu'il y avait autour d'elle. Elle a notamment perçu des conversations dans la salle d'opération, comme quoi son corps était trop petit, la canule était trop grande pour elle, et ce genre de choses qu'elle rapporte. Son témoignage parle également du tunnel lumineux, etc. Et puis à la fin, elle revient, et elle témoigne assez vite de ce qui lui est arrivé, et c'est son médecin, c'est le médecin qui va témoigner pour elle. Elle n'écrit pas de livre. Et ce cas, on en parle beaucoup, il est très célèbre, parce que on a les données médicales. On sait que ce qu'elle raconte est vrai. On pourrait avoir plein de gens qui vous disent qu'ils ont frôlé la mort et qu'ils ont vécu une EMI, sans qu'on puisse vérifier si effectivement leur cerveau était dans un état particulier. Et vous savez bien qu'il arrive que des gens racontent des bobards. Vous savez bien que les poissons que les gens pêchent sont jamais aussi gros dans la vraie vie que dans leur récit. Mais là, dans le cas de Pam Reynolds, il y a vraiment eu un anévrisme, une opération particulière, et un moment où a priori, son cerveau ne pouvait pas produire d'expériences subjectives. Le problème, qui va être celui de la plupart de ces expériences, de ces récits, lorsqu'ils sont vérifiables, c'est la temporalité. À quel moment de son opération a-t-elle perçu son environnement? À quel moment a-t-elle été capable d'avoir une activité? Elle prétend que c'est au cœur de l'opération, et donc que ce qu'elle a perçu ne pouvait pas provenir de ses sens normaux. Mais ça aurait pu se passer en fait pendant la phase d'endormissement ou pendant la phase de réveil. On n'a pas la preuve d'une information qu'elle aurait perçue qui serait spécifiquement liée au moment où son cerveau n'est pas capable de percevoir son environnement. Alors, bien sûr, quand on veut croire à l'histoire, mon attitude de sceptique peut paraître un peu chiante, mais quand on fait de la science, c'est ça qu'on fait. On met à l'épreuve les récits, et quand on n'a pas toutes les raisons de penser que c'est absolument vrai, on évite de dire que c'est vrai. Et donc, moi je ne traite pas Madame Reynolds de menteuse, évidemment. Elle a eu un vécu qui est réel. Mais l'interprétation qu'on en fait elle est forcément sortie de son corps, et c'est une partie d'elle-même qui n'est pas liée à son organisme, à son cerveau qui a perçu, l'histoire n'est pas convaincante. Alors on peut regarder les autres histoires. On a celle d'Eben Alexander. Lui, il a pour lui, dans son histoire, un argument d'autorité important, il est neurochirurgien. Donc il est un spécialiste du cerveau. En plus, il a déclaré qu'auparavant, pour lui, les EMI n'étaient pas très fiables. Et il témoigne qu'il en a vécu une en 2008. Donc on peut se dire, si quelqu'un comme lui le fait, il ne va pas prendre le risque pour sa réputation de dire un truc qui serait faux, il sait de quoi il parle, et regardons un peu quelle est son histoire. Alors lui, il a eu une maladie du cerveau, une méningite, je vais y revenir plus tard, où vraiment il était très 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 mal, et donc il a fini dans le coma, et son récit, c'est que il a vécu le tunnel de lumière, il a vécu un sentiment d'amour intense, et puis il s'est retrouvé au paradis. Il a écrit un livre sur le paradis, sur comment ça se passe, et dans cette histoire merveilleuse, pour lui c'était une expérience très positive, il croise une belle jeune femme qui vole sur un papillon, je n'invente rien, et qui lui dit tu es aimé, tu ne peux pas faire le mal, comme ça. Et après, du coup, il retourne dans son corps, il se réveille et il raconte cela. Et donc, son récit, c'est de dire que puisqu'il était dans un état où son cerveau était vraiment endommagé par son infection, les zones qui produisent
les rêves, les hallucinations, les sentiments subjectifs ne pouvaient pas être fonctionnels, donc on ne peut pas expliquer son vécu par l'activité du cerveau. Et là, ça pose deux problèmes que Alexander devrait savoir. Et lui, contrairement à Pam Reynolds, moi j'ai tendance à vouloir le traiter un peu d'être un menteur, malheureusement, parce que lui, il doit savoir que, dans les faits, il n'avait pas une encéphalite, mais il avait une méningite. Donc c'est pas son cerveau qui était infecté, c'était les méninges, donc les tissus qui sont autour. Alors ça peut être extrêmement grave, ça peut être mortel, mais en l'occurrence, c'est pas le cerveau qui était atteint, donc son cerveau pouvait être fonctionnel. Ensuite, il n'y a pas eu d'électroencéphalogramme pour mesurer son activité, on ne sait pas quel était l'état de son encéphale réel. Et puis surtout, il faut ajouter une autre information que Alexander s'est gardé de faire connaître et qu'un enquêteur, un journaliste, a retrouvé en allant discuter avec la médecin, le docteur qui s'est occupé de lui. Alexander a eu un coma qui était provoqué. Il était sédaté, donc on lui a injecté des médicaments dans son corps pour le maintenir calme dans un coma pendant que son corps se remettait. On sait que ces substances-là peuvent être hallucinogènes et surtout, pendant les 6 jours du coma, les médecins ont tenté de réveiller Alexander. Et ce qu'ils expliquent, c'est que pendant ces phases de réveil, le monsieur était pas bien et puis il avait des phases délirantes, il délirait complètement. Donc, il n'était pas inconscient pendant tout ce temps, son cerveau fonctionnait et les souvenirs qu'il a et qu'il nous raconte avec cette femme sur un papillon au paradis pourraient être le résultat de délire dans un état où quand vous êtes très très malade et que vous vivez une expérience de ce type-là, en plus il était un peu spirituel, pour lui ça a eu du sens et il a voulu raconter une histoire par derrière. Et puis, quand on fouille encore un petit peu, on se rend compte que dans les histoires qu'il raconte, Alexander, à un moment donné, lors de son réveil, il prétend que les médecins et sa femme essayaient de le tuer, il prétend avoir été pourchassé dans l'hôpital par la police, et par des photographes asiatiques, ninja, je n'invente rien. Et donc le niveau de délire qu'on trouve dans son récit permet de se dire que peut-être il n'est pas totalement fiable. Et par ailleurs, il a écrit donc 2 livres. Le second s'appelle La carte du paradis. Il fait carrière de cela, il n'est plus neurochirurgien, et un petit peu avant d'écrire son livre, il était en délicatesse avec la justice puisqu'il a commis des erreurs médicales et qu'il a menti dans les dossiers médicaux pour s'en sortir. Ça a été démontré. Donc c'est quelqu'un dont on sait que l'honnêteté n'est pas son grand fort, dont on constate qu'il n'est pas honnête dans sa manière de décrire ce qui lui est arrivé au point de vue médical, et dont on devrait malgré tout croire le contenu du récit fantastique et de sa cartographie du paradis. Vous voyez bien que ce cas-là n'est pas très fiable, et pourtant dans mon débat avec Jean-Jacques Charbonnier, docteur également, qui lui gagne de l'argent en vendant des séances de communication transinstrumentale où les gens se rassemblent par paquet de 50 dans une salle, on met de la musique et on les fait communiquer avec leur mort et ça coûte 100 balles. Voilà, M. Charbonnier m'explique, il écrit des livres dans lesquels il parle de preuves scientifiques de l'existence de la vie après la mort, et il m'a dit, les yeux dans les yeux pour ainsi dire, que le meilleur cas, la meilleure preuve, c'était l'affaire Eben Alexander. Et on a vu ensemble ce que ça valait pour de vrai. Le troisième cas dont je voulais vous parler, c'est celui de Jean Morzel. En 1949, Jean Morzel a 20 ans, c'est un militaire, il y a un accident, il se prend une balle, accident très grave, il finit aux urgences, il est aux portes de la mort, on s'en occupe, on le soigne, il survit. Bon. Après son réveil, en 49, Jean Morzel ne dit rien pour ce qu'on en sait, on n'a pas de trace qu'il dit quelque chose, mais il a raconté plus tard qu'il a parlé avec le médecin, puisqu'il a fait une expérience hors du corps, il est sorti de son corps, il a vu la salle là où il était, et pareil, il a eu des éléments du récit typique, sentiment d'amour, unité avec le cosmos, revue de vie, rencontre avec des entités, et puis surtout, il a observé la salle d'opération où on était en train de le soigner, et il aurait vu une information sur la table d'opération. Il aurait lu en dessous, là où
depuis son corps normal, il n'avait pas la possibilité de le voir, il était écrit, et donc il a rapporté, il était écrit manufacture d'armes et le cycle de Saint-Étienne. Et ce petit écusson, il est banal, hein, c'est une entreprise qui depuis longtemps fabrique des objets. Je ne sais pas s'ils font des tables, c'est possible, peut-être qu'il l'a appris par ailleurs, mais ça, cet élément, le témoignage où il a vu un texte écrit sous la table d'opération constitue la preuve matérielle la plus importante des cas d'EMI francophone. À ma connaissance, une des plus anciennes. Il a été conférencier, cet homme-là. Après, il a écrit des livres, et donc il a beaucoup parlé de son cas. Donc il est un des plus célèbres. Et à l'appui de son récit, il explique que les médecins à qui il en a parlé ont été très impressionnés et lui ont assuré qu'il était impossible qu'il ait accès à cette information tout seul. Et donc il avait fallu une raison surnaturelle, paranormale, incompréhensible, inexplicable pour qu'il puisse le faire. Bon, ça ce sont le récit tel qu'on l'entend. Quand on vérifie, l'affaire date de 49 et les premières traces des récits de Jean Morzel datent de 50 ans plus tard. Au moins. C'est beaucoup. Les médecins qui sont censés lui avoir confirmé son cas sont morts. Les données médicales de son opération sont absentes, alors on ne va pas dire qu'il est un menteur. À ce niveau-là, il a effectivement, dans son dossier, été blessé gravement, mais il n'y a pas d'enregistrement de son activité cérébrale, on n'a aucune donnée. Et puis, ce récit où il aurait vu un texte écrit sur la table d'opération, c'est un truc qu'il a eu 50 ans pour imaginer, en fait. Sans vouloir être vexant pour cet homme-là, on ne sait pas si il n'a pas un peu inventé. Les protocoles scientifiques ont pour tâche d'éliminer cette possibilité que la personne qu'on examine ou avec qui on s'entretient ait pu inventer une information ou ait pu la capter ailleurs. Donc, c'est pas étanche. Cette histoire n'est pas étanche et j'ai fait le tour des histoires les plus célèbres et les plus souvent rapportées, et voilà quelles sont les preuves qu'on devrait accepter pour considérer que les EMI sont des récits qui sont le reflet exact d'une réalité immatérielle qui échapperait à la science. Avouez que, une fois qu'on l'a décortiqué, c'est quand même plus aussi solide qu'on aurait pu le croire, et que peut-être qu'il y a des gens qui mentent. Alors justement, pour des histoires de gens qui mentent, je vais vous raconter l'histoire de Alex Malarkey. Alors l'histoire de Alex Malarkey, elle est triste plusieurs fois. Ça se passe dans les années 2000. C'est un jeune homme, un garçon de 6 ans, qui a un très grave accident de voiture et il va rester tétraplégique. Donc l'accident implique qu'il va à l'hôpital, qu'on s'occupe de lui, il passe très près de la mort, il reste paralysé. Et 5 ans plus tard, son père coécrit un livre qui raconte son histoire, qui s'appelle « Le garçon qui est revenu du paradis ». Et on a l'histoire de ce jeune garçon qui aurait quitté son corps, qui aurait vécu l'ensemble de l'histoire classique du récit maudien, et qui aurait même rencontré des anges, et qui aurait parlé avec Jésus. Le livre est un best-seller, beaucoup d'argent, des millions, le père passe dans les médias, et c'est une histoire formidable. C'est un enfant qui vit une épreuve tragique, mais qui peut se consoler en ayant fait cette rencontre avec Jésus, c'est pas rien. Le temps passe, et quand Alex Malarkey a 15 ans, il fait une lettre ouverte, et il explique que rien n'est vrai. Qu'il a inventé cette histoire pour attirer l'attention, parce que quand on a 6 ans et qu'on est paralysé, c'est compliqué. Et il accuse son père d'avoir exploité son histoire pour raconter des histoires sur Jésus, qui plaisent aux gens et faire beaucoup d'argent. Après cela, l'éditeur a retiré le livre de la circulation, mais on a un exemple criant, frappant et cruel de l'exploitation de ces histoires, de comment ça peut se passer, et du fait que quand la personne qui raconte l'histoire n'est pas celle qui profite de l'histoire, parfois la vérité peut survenir, et Alex Malarkey a réglé les comptes par rapport à ça. Il est resté paralysé, je ne sais pas où il en est aujourd'hui,
Mais lui aussi, à l'époque, avant qu'il témoigne, son histoire, c'était une preuve. Et on sait que cette preuve, en fait, elle ne valait rien. Comme d'habitude. Entre parenthèses, n'oubliez pas que vous pouvez partager ce travail si vous semble intéressant. Visitez les autres vidéos de la chaîne, il y en a plein. Certaines peuvent vous intéresser. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires sympas. Abonnez-vous, activez la cloche. Et puis pensez que l'algorithme des grandes plateformes, tout seul, si on le laisse faire, il ne mettra pas en avant ces contenus-là. Ces contenus fonctionnent et existent grâce à votre soutien. Il y a également des liens pour financer le travail. Merci beaucoup. Merci patron. Retournons à notre aventure. On voit donc que les témoignages, qui sont le matériau de base de tous les récits qui nous parlent de ces histoires, n'est pas de nature probablement à être une preuve. Alors je précise tout de suite pour ne pas être mal compris. En zététique, on dit souvent un témoignage n'est pas une preuve et 1000 témoignages non plus ne sont pas une preuve. On ne parle pas de preuve de choses qui seraient entre guillemets banales. Quelqu'un qui raconte une agression, il n'a que son témoignage pour nous le dire. Lorsqu'il y a un crime et que les témoins voient quelque chose, ils témoignent et c'est ce qu'on attend d'eux. Mais dans notre cas ici, on veut témoigner d'un phénomène qui échappe aux sciences. On est dans le paranormal, dans ce qui est censé échapper aux sciences, à comment on explique les choses avec les sciences. Et donc, dans ce cas-là, que ce soit les ovnis, que ce soit les pouvoirs extrasensoriels, perception, les médiums, la télékinésie, tout ce que vous voulez imaginer, qu'on voit dans les films, les livres de fantasy, et c'est bien dans la fiction, toutes ces histoires-là, on ne peut pas y croire sur la seule base d'un témoignage. Si je vous dis que j'ai parlé avec ma grand-mère hier au téléphone, c'est banal et vous me croyez. Si j'en témoigne, il n'y a pas de raison d'en douter, je témoigne que j'ai parlé avec ma grand-mère hier au téléphone. Si j'ajoute que ma grand-mère, en fait, elle est décédée il y a 10 ans et que je lui ai parlé hier, d'un seul coup, vous comprenez très très bien, vous êtes en mode bayésien, vous réévaluez le niveau de crédence de la proposition de départ et le niveau de preuve qu'il faudrait pour y croire. Et le niveau de preuve pour croire que j'ai parlé à ma grand-mère décédée, c'est pas le même que celui qu'il faut pour croire que j'ai parlé à ma grand-mère. Les témoignages ne sont pas des preuves lorsqu'on est dans un contexte extraordinaire de phénomènes inexpliqués qui est en dehors du cadre des choses où on est capable d'établir ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon. Donc, puisque les témoignages ne sont pas suffisants, il faudrait imaginer autre chose. Des preuves scientifiques. Et on en arrive à la question un peu délicate de comment on définit une preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve ? Les épistémologues, les philosophes de la connaissance ne sont pas d'accord entre eux. C'est pas moi qui vais pouvoir, d'un coup de baguette magique, décider comment on définit une telle chose. Mais, malgré tout, je vais emprunter la définition que j'ai entendue Dan Sperber utiliser dans une interview. Il explique que la preuve, c'est un énoncé. Donc c'est un acte de parole, la preuve. La preuve, c'est pas l'arme du crime, c'est pas le profil ADN de ce qu'on a prélevé sur l'arme du crime. La preuve, c'est l'énoncé qui est prononcé, qui est rédigé et signé par l'expert. Il n'y a pas de preuve s'il n'y a pas un acte de parole, un acte de communication. Alors on peut avoir des preuves pour soi, mais est-ce que c'est la bonne notion ? Est-ce qu'on a raison d'appeler preuve quelque chose qui nous apparaît directement à nos sens et à notre raisonnement personnel ? Ça peut se discuter. Je vais considérer dans notre discussion que on parle de preuve lorsqu'on est dans de l'intersubjectif, lorsqu'on veut parler avec quelqu'un d'autre et établir qu'on a de bonnes raisons de penser ce qu'on pense. Et donc, je reviens à cette définition que j'ai un peu tronquée. Une preuve est un énoncé qui, lorsqu'il est compris, emporte l'adhésion. Si je vous explique ce que c'est que le théorème de Pythagore, ou n'importe quel théorème de Pythagore, ou que je vous explique itinéraire pour aller d'un point A à un point B, je vous le démontre, et que vous comprenez ce que je vous dis. Une fois que vous l'avez compris, ce théorème de Pythagore, ou cet itinéraire idéal, il est vrai pour vous. Vous acceptez que c'est vrai. Et vous n'êtes pas vraiment libre d'y croire ou de ne pas y croire. Le théorème de Pythagore, vous avez bien le droit, si vous voulez,
d'affirmer que vous n'y croyez pas. Et du reste, si on se place dans un espace qui n'est pas euclidien, il n'est plus vrai. Bon. Mais dans les limites de sa définition, de son espace de définition, ce théorème, il s'impose à vous, il est vrai. Et c'est ça une preuve. On a des preuves en mathématiques, donc du coup, qui sont des énoncés, des démonstrations qui, lorsque vous les comprenez, sont vraies, sont convaincantes. Il faudrait quelque chose du même ordre pour la vie après la mort. Il faudrait quelque chose où on a un protocole qui, lorsque on le comprend, quand on comprend comment le chercheur a posé ces questions, a établi le setting, il a établi les conditions dans lesquelles il peut relever les informations, il faudrait une expérience dans laquelle, lorsqu'on vous raconte comment l'expérience s'est déroulée, à la fin, vous êtes logiquement obligé d'arriver aux mêmes conclusions que le chercheur. Et ça, dans le domaine du paranormal, la zététique a son prix défi. Il y a James Randi a mis au point des défis paranormaux au niveau mondial. Il y a des dizaines de prix qui existent et qui disent à ceux qui prétendent pouvoir parler avec les morts, par exemple, de venir, on met au point un protocole et on teste. Et ce qui ressemble le plus à un protocole de ce type-là, c'est l'expérience, le projet AWARE de Sam Parnia, qui date de 2014 déjà, et où il était question de tester certaines parties des énoncés des EMI notamment. Vous savez bien, cette idée que on quitte son corps et on voit la salle depuis le dessus. Ça, on peut le tester éventuellement. Pour tester cette allégation, si ce phénomène existe, si les gens perçoivent vraiment quelque chose qui n'est pas juste une imagination, une hallucination, une confabulation, on a mis au point un protocole sur plusieurs hôpitaux à travers le monde, en Autriche, en Australie, aux États-Unis et en Angleterre. Et on a testé, l'expérience parle de 2060 patients, plus de 2000 patients qui subissaient une opération du cœur. On sait que ces opérations extrêmement graves ont un taux de mortalité de 50%. Donc la moitié des gens sont morts. Au terme des 2000 tests sur les 2000 patients, Parnia publie son étude et la presse se fait l'écho de cela en disant on a la preuve que 3 minutes après l'arrêt cardiaque, la conscience continue d'exister, on continue à percevoir notre environnement et ce serait étonnant parce que on ne devrait plus rien avoir du tout apparemment et donc ce serait de la preuve que on perçoit l'environnement par d'autres moyens que par les moyens classiques de nos sens attachés à notre système nerveux central, etc. Et donc beaucoup de gens ont utilisé cette expérience de Parnia pour dire voyez on a la preuve qu'il se passe quelque chose après la mort. Or la mort c'est pas ça. Et surtout, le protocole, quand on le regarde, il était conçu pour tester si les gens voyaient quelque chose. Et donc on a mis des images sur des plaques, sur des feuilles, en hauteur, au-dessus des salles de réveil ou des salles d'opération, pour que si les gens quittent effectivement leur corps, ils puissent éventuellement voir ces images et les rapporter. Et toute la question est de savoir combien de ces 2000 patients, dont plus de la moitié sont morts, et puis d'autres n'ont pas continué à répondre au questionnaire, donc il en reste assez peu. Combien de ces gens ont vu les dessins, les images que Sam Parnia et ses collègues ont mis en hauteur sur l'étude qui est la plus sérieuse sur le sujet au monde dans toute l'histoire. Devinez un chiffre. C'est moins, c'est 0. 0 témoin explique avoir vu quelque chose de visuel. Sur les 2000 patients, on a fini par conclure qu'on était conscient 3 minutes après l'arrêt cardiaque parce qu'on a eu un témoignage d'une perception auditive uniquement d'un patient. Et quand je dis un patient, c'est pas pour être imprécis, c'est qu'en fait on a 1 sur 2000, on a un témoignage qui reste, qu'on a pu vérifier, il y en a 2 en tout, mais 1 qu'on a pu vérifier, d'un patient qui explique qu'il a perçu quelque chose et on a pu vérifier assez sérieusement que ce qu'il a perçu était vrai. Et donc ça pose la question de comment il a fait pour le percevoir, sachant que le questionnaire il intervient plusieurs heures, plusieurs jours après le réveil de la salle d'opération. Et est-ce que vous voulez savoir quelle est
cette information qu'il a perçue, ce seul témoin, il a entendu un bip dans la salle d'opération. Et ça, des gens comme moi, qui sont un tout petit peu exigeants avec les preuves, on considère que n'importe qui peut avoir prédit que ce type de stimulus, de signal, de bip existe. On le sait bien, même quand on n'a pas été présent. Est-ce que ce monsieur qui témoigne a vraiment perçu cela, ou est-ce qu'il l'a imaginé, conçu, reconçu plus tard? Difficile à dire. Conclusion, l'expérience de Sam Parnell, le projet AWARE, qui est la chose la plus sérieuse qu'on ait produite dans le domaine de la parapsychologie sur la question des EMI, a produit ce résultat qui, je pense, est très décevant et n'apporte pas la preuve que on aurait raison de croire que les gens peuvent percevoir leur environnement dans des conditions où leur cerveau ne fonctionne pas. On n'a pas de preuves scientifiques de l'existence d'une perception, en dépit de tout ce que vont dire les gens plus ou moins diplômés en sciences ou en médecine qui, à longueur de temps, disent le contraire pour remplir leur salle de conférence ou pour vendre leur papier. C'est triste, j'aimerais qu'il y ait des preuves parce que, comme vous, moi j'aimerais bien que ça continue, qu'il y ait quelque chose d'autre. À ce jour, la bonne réponse à cela est de dire, on peut espérer, on a le droit, mais on ne sait pas. Une fois que l'on a écouté les expérienceurs et pris au sérieux leurs témoignages, il reste à proposer une explication. La meilleure explication d'un phénomène peu commun s'appuie d'abord sur les connaissances établies, ou bien démontre que ce que l'on croyait auparavant était faux. Les sciences médicales ont, de fait, suffisamment progressé pour avancer des mécanismes physiologiques compatibles avec ce que décrivent les témoins. Passons-les en revue. Hypoxie ou ischémie cérébrale. Lorsque la disponibilité en oxygène chute brutalement dans le cerveau, on observe fréquemment des phosphènes et un resserrement du champ visuel vers un centre lumineux. Les pilotes, soumis à l'hypoxie et aux fortes accélérations, rapportent euphorie, vision lumineuse, tunnel et courte confusion au réveil. Un tableau qui recoupe les éléments de EMI. Carrefour temporopariétal, gyrus angulaire et schéma corporel. Des otoscopies et impressions de sortie du corps peuvent être induites en laboratoire par stimulation de la jonction temporopariétale. Une région d'intégration multisensorielle, vision, proprioception, vestibulaire, cruciale pour la localisation de soi. Un conflit, même bref, entre ces signaux peut suffire à donner l'impression de flotter ou de se voir de l'extérieur. Pharmacologie et dissociation. Des états dissociatifs induits pharmacologiquement, par exemple par la kétamine ou par des antagonistes de la NMDA, reproduisent des éléments majeurs des EMI. Dépersonnalisation, sensation d'unité, distorsion du temps, décorporation. En contexte de réanimation, sédation, analgésie et délire de réveil fournissent un milieu oniroïde propice à des récits de type EMI. Intrusion REM et paralysie du sommeil. Des mécanismes du sommeil paradoxal peuvent s'inviter à l'état de veille. Paralysie, sensation de présence, flottement. Ces intrusions, hypnagogiques ou hypnopompiques, peuvent ensuite altérer profondément le souvenir d'un épisode critique. Proprioception vestibulaire. L'oreille interne et les capteurs du corps donnent la sensation de mouvement et de limite corporelle. En situation extrême, trauma, anesthésie, hypoxie, le signal devient bruité. Nous percevons moins bien notre corps et ses limites, ce qui peut donner la sensation d'être fusionné avec notre environnement. Mémoire et attente, les souvenirs d'épisodes critiques sont malléables. Ils se reconstruisent et s'alignent sur ce que nous attendons. La diffusion du récit classique, tunnel, revue de vie, etc., crée un effet d'attente chez ceux qui en ont entendu parler.
temporalité confuse. Même avec des moniteurs, il est difficile d'aligner avec exactitude ce qui est vécu sur l'état réel du cerveau. Endormissement, micro-réveil, phase de réveil. Une partie du vécu peut donc se produire avant ou après la phase la plus critique, tout en étant interprétée comme ayant été vécue précisément à ce moment crucial. Ces mécanismes n'impliquent nullement que les témoins mentent. Ils montrent comment un cerveau malmené peut produire des vécus cohérents avec les récits d'EMI sans exiger l'hypothèse d'une conscience indépendante du corps. L'un des moyens que le sceptique a pour se faire un avis sur toutes les questions en fait, qui concernent les phénomènes, on va dire, alternatifs, c'est de raisonner par spéculatif, en posant des hypothèses, en se demandant par exemple, sur la vie après la mort comme sur le reste, à quoi doit ressembler le monde, qu'est-ce qu'on s'attend à observer autour de nous si jamais c'était vrai. Par exemple, si jamais les gens qui voient le futur, leur pouvoir était réel, on pourrait s'attendre à ce que les casinos fassent faillite, à ce que la loterie soit fermée. Ça ne sert à rien de faire des jeux de hasard de ce type-là s'il y a autour de nous des gens qui ont ce pouvoir, parce que évidemment, soit par appât du gain, soit pour récupérer l'argent et le donner aux pauvres, fait que les entreprises qui font commerce de ce type de jeu, ils feraient faillite. Donc voilà, les casinos et le loto sont la preuve de l'inexistence de la capacité à voir le futur, à voir les numéros qui vont sortir. Bon, ça c'est une chose. Pour la vie après la mort, c'est plus compliqué. Il y a deux possibilités essentiellement. La vie après la mort peut exister, donc il peut y avoir une continuation de l'existence humaine par des moyens qu'on ne comprend pas, sans que ça ait de conséquences sur le monde réel. C'est-à-dire que on peut imaginer que quand on meurt, oui, il se passe des choses et il n'y a pas de conséquences parce que personne ne revient, personne ne peut raconter, auquel cas, ce qu'il se passe, on ne peut pas le savoir. Donc le sceptique peut très bien admettre qu'il y a une possibilité d'existence de quelque chose. En revanche, dans cette hypothèse, on ne peut pas admettre l'existence d'une connaissance. Et ceux qui vous disent qu'ils savent, qu'ils y sont allés, qu'ils sont revenus, qu'ils ont vu, ceux-là, ils violent cette règle. Donc, c'est pas une règle suffisante. On peut aller voir une seconde hypothèse qui est que le monde après la mort existe. Notre esprit, notre âme le visite. Et parfois, on peut revenir. Et au-delà des EMI, on a des médiums qui prétendent parler aux morts, aux défunts. Et ces gens-là ont accès à la parole des défunts. Et là, ce à quoi on s'attend, vous allez voir qu'en fait c'est hyper simple, rien de compliqué, pas besoin de matériel sophistiqué, technologique. On s'attend à ce que les médiums aient accès à des informations que posséderaient les défunts et puissent les restituer de manière à ce qu'on puisse constater qu'en effet ces médiums ont accès à des infos que personne d'autre, à part le mort, possédait. Et donc ça, on peut imaginer que chacun a un smartphone avec un code à 12 chiffres, chacun le retient. Et puis, quand un médium prétend parler avec un défunt, il faut qu'il produise ce code à 12 chiffres, et s'il tombe juste, au bout du troisième coup, parce que les morts sont comme nous, ils peuvent avoir du mal à se rappeler des chiffres, des codes, auquel cas, là, on a la preuve qu'il a eu accès à une information de manière ou d'une autre. Dans le monde réel, on constate l'absence de telle information. Lorsqu'il y a des crimes, et que ces crimes, avec un mort, sont résolus, et c'est pas toujours le cas, parfois les crimes restent sans solution, ça n'est jamais grâce à une information donnée par un médium à qui le mort aurait parlé de qui m'a tué, comment, où, avec des détails. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Si c'était arrivé dans l'histoire du monde, il y a eu beaucoup de crimes, ça serait arrivé plus d'une fois. On aurait des traces. On aurait, bien sûr, essentiellement des témoignages, mais on aurait des témoignages qui se recoupent de gens qui n'auraient pas forcément
tous les mêmes intérêts. Le policier, il a intérêt à dire que c'est son flair, sa méthode, son talent qui lui a permis de découvrir qui était le coupable, pas le médium. Mais sur les grands chiffres, on a des policiers qui croient à ce genre de choses. Et pourtant, on n'a jamais, dans aucune affaire résolue. Et si j'ai tort, montrez-le-moi, parce que si j'ai tort, c'est important que je le sache. On n'a jamais résolu d'enquête criminelle grâce à une information venue d'après la tombe. Et donc, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, mais dans ce cas-là, on peut comparer les hypothèses. L'hypothèse matérialiste, on va l'appeler comme ça, qui veut dire que à la fin de la vie, quand le corps s'arrête, tout s'arrête, la conscience s'est éteinte, nous ne sommes plus là, nous n'existons plus, on ne va nulle part. Elle est compatible avec l'absence de solution au crime par les médiums. Donc cette hypothèse-là explique bien les faits. L'hypothèse survivaliste, qui dit que notre âme ou quelque chose survit et peut communiquer, en plus avec les médiums, n'est pas compatible vraiment avec ce qu'on observe. Les gens qui vont consulter les médiums sont parfois contents de ce qu'on leur dit. Mais bien souvent, ce sont des gens qui commencent par être croyants, qui vont consulter des médiums, qui leur donnent des informations qui sont banales ou qui en fait sont des infos que les clients ont données eux-mêmes. C'est le cold reading, parfois c'est même du hot reading quand on a affaire à des escrocs. Et si ces gens-là avaient des réelles capacités, on ne les verrait pas officier dans des salons interlopes, dans les kermesses, dans des roulottes, parce que tout le monde aurait intérêt à les consulter et ils seraient à la place des grands consultants, des grands de ce monde. Même si Mitterrand est connu pour avoir consulté une astrologue, pas forcément que pour ses talents d'astrologue, d'ailleurs dit la rumeur, ce contre-exemple-là n'est pas la preuve que les puissants de ce monde, qui sont mieux informés que nous sur plein de choses, ont accès à la preuve que ces gens-là doivent être consultés, ou alors ils le font dans le plus grand des secrets. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de rendre ça secret alors que le fait qu'ils ont des consultants et des conseillers par ailleurs n'est pas un secret. On voit que la méthode qui consiste à poser des hypothèses et à regarder les conséquences attendues de les différentes hypothèses est assez puissante pour départager en l'absence de preuves. Et je tiens à rappeler un truc important qui peut-être n'est pas assez clair dans la démarche que je tente d'expliquer depuis maintenant 10 ans, c'est que la zététique c'est efficace surtout quand on n'a pas de preuves. C'est l'art du doute. C'est l'art de mesurer notre doute, de réévaluer notre adhésion, nos crédences à différents énoncés. Dès lors qu'il y aura une preuve que la vie après la mort existe, que les médiums voient et parlent avec les morts, la zététique sur cette question-là, elle n'aura plus grand-chose à dire, on aura fait la preuve. A l'inverse, est-ce que vous pouvez imaginer un monde où on aurait apporté la preuve que ça n'existe pas, plus clairement que comme je viens de vous le dire, à savoir en regardant les conséquences qu'on s'attend à observer et qu'on n'observe pas. Si, dans un magasin de porcelaine, il y avait un éléphant, ça aurait des conséquences. On s'attend à voir des choses dans le magasin de porcelaine, notamment de la porcelaine cassée, éventuellement. Si on n'observe rien, qu'il n'y a pas d'odeur d'éléphant, qu'il n'y a pas d'ombre d'éléphant, pas de traces de pas d'éléphant, pas de tronc, pas de queue, pas de pattes, et pas de bouse d'éléphant, alors on en conclut, vous et moi, qu'il n'y a pas d'éléphant. Puisque l'hypothèse de l'éléphant permet de produire des attentes, des prédictions sur ce qu'on va observer. On le sait bien, on le fait tous les jours, et dans le domaine du paranormal et des croyances de la sphère spirituelle, on se refuse à le faire. Il y a des raisons à ça, culturelles, psychologiques, anthropologiques même, qu'on doit respecter, mais du point de vue de la logique, l'affaire est pliée, en fait, depuis longtemps. Regardons ensemble les origines anthropologiques et même biologiques de notre prédisposition aux croyances. Elles reposent sur des capacités et des tendances cognitives qui, par ailleurs, ne sont pas là par hasard, mais ont été sélectionnées chez nos ancêtres, car dans des contextes cruciaux,
elles apportent des avantages déterminants. La théorie de l'esprit. L'humain est équipé d'une théorie de l'esprit. Nous attribuons spontanément des pensées et des intentions aux autres. Ce réflexe continue parfois après le décès. On parle au disparu. On imagine ses réponses, comme si sa vie mentale se poursuivait. C'est un sous-produit normal de notre cognition sociale. Par conséquent, il n'y a rien de fou à parler aux morts de temps en temps. La théorie de l'esprit est probablement la cause principale de notre dualisme intuitif. Le dualisme intuitif. Spontanément, nous séparons l'esprit du corps. Nous disons « mon corps », un peu comme s'il était un objet que l'on possède. Cette intuition rend naturelle l'idée qu'une personne puisse survivre sans ce support qui est en quelque sorte un accessoire à sa vraie identité non matérielle. Biais d'intentionnalité et détecteur d'agents hyperactifs. Face au doute, notre cerveau préfère sonner l'alerte pour rien que rater un danger. Un bruit, des feuilles qui bougent, et on suppose qu'il y a quelqu'un. Cette vigilance hyperactive transforme une ampoule qui clignote, une horloge qui s'arrête ou une chanson qui passe pile au bon moment en un signe, une présence. Biais du survivant, statistiques et fausse causalité. Nous repérons facilement les situations, les événements, les coïncidences, mais nous oublions toutes les fois tous les milliers d'occurrences où rien ne s'est passé. Le biais du survivant se produit quand nous voulons conclure sur la base d'informations qui ne représentent que la face émergée de l'iceberg. Ce que nous prenons pour des messages de l'au-delà pourrait être des événements banals, mal interprétés. Croyance en un monde juste. Nous aimons penser que chacun finit par recevoir ce qu'il mérite. Quand le monde réel est injuste, l'idée d'un au-delà qui rétablit la balance devient très attractive psychologiquement. La croyance dans quelque chose après la mort donne de la place pour des récompenses, des réparations ou des punitions qui n'ont pas eu lieu ici-bas. I execute judgment on you, COVID-19. Téléologie spontanée. Nous voyons des buts partout. Les nuages servent à arroser le jardin n'est pas une idée folle. Elle correspond à une perception assez banale de notre environnement. Cette téléologie facilite l'idée que la mort doit avoir un sens et une finalité. En somme, si l'idée d'une âme qui survit nous attire, ce n'est ni naïveté ni faiblesse. C'est le résultat attendu d'un cerveau qui attribue des pensées, voit des intentions, sépare esprit et corps et relie des coïncidences en histoire. Mais ces intuitions ne vivent pas seules. Elles sont modelées par le milieu. Récits familiaux, commémorations, rituels de deuil, groupes de soutien, prestige de certaines figures, effets de conformité et coups visibles qui soudent la communauté. Les médias amplifient les témoignages marquants, la culture leur donne un langage et une place. Nous ne sommes sans doute pas totalement libres de croire ce que nous voulons. Pour espérer être libres, il faut parfois lutter contre notre cerveau et contre nos conditionnements. Faisons une petite pause pour une sorte de pré-conclusion pour s'interroger sur l'angoisse existentielle. Parce que y a des parents qui sont confrontés au fait que leur enfant, quel que soit son âge, à un moment donné se rend compte de ce que c'est que la mort. Et c'est terrible en fait. Les enfants croient que leurs parents sont les plus forts, sont éternels, et puis un jour arrive un drame, quelque chose, et ils se rendent compte que en fait la mort existe, et puis c'est définitif. Et évidemment, dans ces cas-là, on peut piocher dans la réserve des récits culturels et parler de vie après la mort, parler de paradis, grand-père est allé au ciel, et on peut comprendre ça parce que c'est très, très, très difficile de ne pas répondre aux angoisses d'un enfant. Mais est-ce qu'il faut lui mentir dans le sens où on saurait quelque chose sur la destination des gens
après la mort, ça n'est sans doute pas ce qu'il faut faire. J'ai pas la solution, bien sûr, je prétends pas avoir des réponses à ce genre de choses, mais évidemment, on a tous conscience que c'est difficile, personne ne prétend que c'est facile de gérer la question de la mort, et donc, comment on console un enfant, comment on console un adulte, comment on se console soi-même face à la finitude, face à ça, et donc il y a ce qu'on appelle la théorie de la gestion de la terreur. Alors c'est une théorie qui n'est pas aussi établie que d'autres théories, c'est pas un truc extrêmement solide, donc c'est plutôt une hypothèse, une spéculation, qui explique que l'espèce humaine est différente des autres espèces, probablement. Alors, la question de en quoi l'humain est différent des autres est une question à laquelle toutes les réponses qu'on a données étaient fausses. Donc celle-là, elle est peut-être fausse aussi, mais pour l'instant, elle résiste. Les humains sont peut-être les seuls animaux sur Terre à être mortels et à savoir qu'ils sont mortels. Et la philosophie, c'est apprendre à mourir, disait Cicéron. Et cette particularité que nous avons, elle s'accompagne d'une angoisse terrible. Quand on sait qu'on est mortel, d'un seul coup, les choses n'ont pas forcément la même saveur. Ça sert à quoi de faire des projets? À quoi bon tout ça, finalement, si l'existence se résume uniquement à ce qui se passe entre la naissance et la mort? Il y a un petit côté comme ça ça n'a pas assez de sens. Et puisque ça n'a pas assez de sens, si tout se limite à ça, c'est vraiment trop triste. Et il nous faut plus. Et donc cette angoisse de la finitude, angoisse existentielle, la théorie explique que les humains ont mis au point des tas de stratégies pour nier la mort. La plus évidente, elle concerne cette vidéo, c'est celle qui consiste à nier carrément la mort, et c'est ce que les religions essentiellement ont fourni. Les religions, quand on regarde ce qu'elles fournissent comme service, essentiellement le premier c'est de dire la mort n'est pas la fin, il y a un truc après, on sait lequel, et il faut s'abonner au bon canal, à la bonne boutique, pour avoir le ticket gagnant, et avoir une existence éternelle qui sera top niveau. Et ça, évidemment, ça rassure l'angoisse existentielle, et ça rend un service aux êtres humains qui adhèrent à cette croyance. Ça vient avec un coût considérable, mais ça rend en effet ce service. Mais c'est pas le seul. Quand on regarde un peu ce qui anime les gens, le fait d'avoir des enfants, de transmettre notre culture à nos enfants, de transmettre nos idées, de débattre pour convaincre les autres que ce qu'on croit est vrai, tout cela, c'est pour dépasser qui je suis, c'est pour que mes idées, mon identité soient transmises et me survivent. Le fait d'avoir des grands projets, les grands conquérants qui veulent laisser une trace dans l'histoire, peut-être que c'était des humains qui, dans leur fort intérieur, tout seuls dans leur chambre le soir, étaient terrifiés par l'idée de disparaître et de mourir. Les grands artistes qui veulent dépasser leur humanité, tous les grands projets, les grands découvreurs, ceux qui veulent laisser une trace dans l'histoire, tout ça, cet élan qui fait la beauté aussi de l'existence humaine, est peut-être une réponse à cette angoisse existentielle. Et c'est Hans Becker qui avait proposé cette théorie, et moi je me suis amusé à penser que peut-être dans l'histoire du vivant, il y a longtemps, à l'époque des dinosaures, avant les dinosaures, que sais-je, on a pu voir apparaître des espèces qui ont développé beaucoup d'intelligence, qui ont développé une intelligence sociale, jusqu'au point où les membres de l'espèce savaient qu'ils étaient mortels, et cette connaissance était aussi un fardeau terrible qui a conduit à des angoisses, à des dépressions, à plein de choses qui sont extrêmement coûteuses pour l'espèce, et ça a fait disparaître l'espèce. Et peut-être que le coup de génie de l'espèce humaine a été de créer toutes ces croyances, tout ce cortège de croyances, pour nier la mort, et pour continuer à exister, à être efficace dans notre activité de coloniser l'espace, de nous approprier toute la Terre, et d'être extrêmement polyvalent dans notre exploitation de notre environnement. Et peut-être que c'est ça le secret des humains, et donc c'est pas étonnant que toutes ces croyances qui sont liées à la négation de la mort soient si importantes pour nous dans toutes les cultures. Je reviens à la question des enfants qui découvrent ça, comment on gère avec eux, qu'est-ce qu'on leur dit. Je pense qu'il faut être honnête et insister sur les bonnes choses, en fait. Ça a l'air un petit peu cliché, mais le fait que les jours que l'on vit soient limités à quelques dizaines de milliers, ce qui est déjà pas si mal, quand on se compare à ceux qui nous ont précédés, ça rend chaque journée un peu unique, et ça permet de se dire, le moment que je vis maintenant, il a de la valeur. Voilà, c'est la philosophie du dimanche, ça vaut pas grand-chose, mais en même temps,
C'est ça le vrai sens qu'on peut trouver aux choses, et c'est ça le vrai sens qui nous est dérobé lorsqu'on nous propose à la place une éternité, à condition qu'on accepte de donner du pouvoir à ceux qui prétendent qu'ils savent comment on accède à cette éternité de félicité. Le prix de la rationalité, de l'esprit critique, de la lucidité, c'est qu'il faut accepter que tout ça, ça aura une fin, et en même temps, ça permet de se libérer de tout ce qui nous vole notre vie pendant qu'on est vivant, et de la vivre pleinement. Sur ce, évidemment, en tant que sceptique, il faut que nous restions ouverts aux alternatives, et si jamais quelqu'un un jour a la preuve qu'une partie de l'humain immatériel survit au corps, il faudra qu'on soit en mesure d'accepter sa démonstration, de la comprendre, de la croire et de la transmettre. Pour ça, il faut qu'elle soit vraie et démontrable. Et quand c'est vrai, ça se prouve. Je vous fais des bisous si c'est votre truc. Profitez bien de la vie, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une, et c'est déjà pas mal. À très bientôt.